US par rapport aux technos web mondiales les plus utilisés. Donc on va voir ça ensemble. Alors du coup, vous êtes en train de me dire, ok, il est mignon le mec qui est sur scène, en plus j'ai faim, et les pizzas qui attendent et tout, mais alors cette data, d'où il la sort? Alors cette data, nous on l'a à Breeze. Ça, du coup, j'ai pas le droit de tousser, sinon ça va vous tuer les tympans. Alors Breeze.io, donc on a une place de marché sur laquelle, en fait, les plus belles boîtes tech sont mises en concurrence pour recruter les meilleurs développeurs. Donc à ce titre, en fait, on récupère beaucoup de data sur toutes nos boîtes. Et du coup, on s'était dit que, en fait, ce serait intéressant, plutôt que juste de garder ces data pour nous, de pouvoir la partager et de pouvoir échanger avec ces personnes. Et donc sur Breeze, en fait, on inverse l'équilibre de l'offre et la demande, c'est-à-dire que c'est vraiment les boîtes qui sont mises en concurrence pour recruter les développeurs. Et à cela, en fait, il y a une statistique qui est vraiment, que je trouve éloquente et qui m'avait beaucoup surprise. C'est donc ce chiffre. Ce chiffre, en fait, c'est le nombre d'emplois IT en Europe qui seront non pourvus d'ici la fin de l'année 2015. Donc c'est la Commission européenne qui le dit, quoi. Vive la crise. Pardon, j'ai pas entendu. Ouais, c'est ça, exactement. Donc quand vous négociez votre salaire, quand vous avez un problème avec votre N+1, repensez à ce repensez à ce chiffre. Et puis, même, j'ai pas besoin d'en parler, les trois sponsors du début, ils parlaient de recrutement. Donc voilà, en fait, le rapport de force aujourd'hui, il est en votre faveur, et en fait, on essaie de traduire ça sur Breeze.io. Donc, alors juste en deux mots, je suis pas moi-même développeur, donc je suis un des 4 cofondateurs de Breeze.io. Certains de mes associés ont un profil plutôt IT. Et donc du coup, voilà, sur Breeze, que des boîtes tech, pas d'SS2I, pas d'agence web, on parle vraiment que des boîtes avec un produit tech. Alors avant qu'on plonge un peu dans la data, ça me tenait à cœur de citer Wissam Churchill, qui a toujours des très bonnes formules sur beaucoup de choses dans la vie, enfin il en a eu, et il y en a une sur les statistiques que je trouve très juste, qui a dit les seules statistiques dans lesquelles je fais confiance sont celles que j'ai manipulées moi-même. Donc voilà, ça c'était un peu là en titre d'introduction avant de plonger ensemble. Alors allons-y. Typologie des boîtes, donc parmi ces 100 boîtes, donc plutôt du B2B, plus de 60% de B2B. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire par étapes. D'abord on va voir le back-end, après on va voir le front-end, après on parlera mobile. Pardon. Après du coup on verra quels sont les profils de développeurs qu'elles recherchent principalement en fonction de ça. Et puis je vous donnerai aussi, basé sur nos retours d'expérience, comment 2-3 astuces pour mieux marketer votre profil d'une manière générale, et puis même étant un profil plutôt business, comment bien identifier un profil business, c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans votre vie de développeur. Alors du coup, première question, genre, le back-end en fait, sur ces boîtes, comment elle gère cette question-là? Alors 80% en fait de ces 100 boîtes, elles ont été créées entre 2008 et 2013. Et du coup on s'est dit, tiens, mais est-ce que en fait je pourrais, si une boîte était une personne physique, je pourrais lui dire, mais tiens, dis-moi en quelle année tu as été créé, et moi je vais pouvoir te dire en fait quelle est la probabilité que tu aies tel stack plutôt qu'un autre. Est-ce que en fait, dans quelle mesure il y a une corrélation entre les deux? Tadam. Alors, par recommencer. Alors, la taille de camembert, en fait, simplement pour vous montrer que sur 2012 et 2013, en fait, on a beaucoup plus de boîtes qui ont été fondées dans cette période que sur 2008-2009. Donc sur ces 80 watts. Alors, en termes d'enseignement, vous me dites, vous criez si jamais je vous empêche de le voir à ma gauche. Donc vous voyez que alors le PHP est dominant en back-end. Le PHP est toutefois légèrement déclinant, une légère érosion par rapport au reste. Il y a deux technos qui sont intéressantes à suivre. La première, c'est Ruby. Ruby, en fait, c'est catégorique. C'est-à-dire que 2008-2009, aucune entreprise créée au cours des 2 années n'utilise Ruby en back-end. 2010-2011, une entreprise sur 3 créée utilise Ruby. Et 2012-2013, elles sont plus qu'une sur 6. Alors, est-ce que c'est un effet de mode, Ruby? Question ouverte. Je me garderai la réponse. En tout cas, de mode à node, il n'y a qu'une lettre. Et donc, c'est a priori ce qui nous intéresse le plus ici. Donc, Node, vous voyez, donc, il y a une progression assez intéressante. Aujourd'hui, Node, sur les entreprises qui ont été créées en 2012-2013, Node, c'est quasiment une entreprise sur 3 qui l'utilise dans son stack back-end. Du coup, à ce niveau-là, on voit que c'est
un langage qui est en progression. Alors pour les, si c'est des développeurs Java, ne me jetez pas les tomates. Java, c'est dans autre. Et pareil pour ceux qui sont plus friands des techno Microsoft, c'est dans autre. Donc c'est quand même là, quoi. C'est dans autre. Voilà. Donc alors. Dans les 100 ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y en a en .NET dans les 100? Il y en a une qui utilise des techno Microsoft 5. Du compte Windows Azure dedans. Oui. Alors, c'est bien une singularité française. Hein. Donc, et en fait, c'est là que ça devient intéressant. En fait, c'est que quand on compare ça par rapport aux technos les plus utilisés dans le web à l'échelle internationale, en fait, PHP, c'est 82% du parc. Ouais. Ruby, c'est 0,5% du parc. Python, c'est 0,2%. Node n'est pas mentionné. Donc en fait c'est là que ça devient intéressant. En fait. C'est là qu'on voit que sur ces boîtes qui ont un produit tech, qui sont jeunes, qui ont été créées depuis 2008, qui sont pourtant en pleine croissance, elles sont sur des stacks, en tout cas donc là en l'occurrence en back-end, qui sont particulières. On aura l'occasion peut-être d'en débattre après. Alors si on prend l'intégralité de ces 100 boîtes, donc voilà, ça recoupe à peu près ce que je disais avant avec PHP dominant. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, si vous prenez les entreprises, le contrôle de Mars Innovation qui s'y connaît mieux que moi sur les stacks des back-end des boîtes US en Silicon Valley, mais je sais par exemple que Ruby est beaucoup plus populaire que PHP. Quoi. Donc c'est vraiment d'après des singularités en fonction des pays. Alors ça c'était pour le front-end, c'était pour le back-end, pardon. Alors sur la partie front-end, voyons voir un peu comment c'est réparti par rapport au framework. Donc nous avons un trio, j'ai l'impression que c'est le Tour de France. Alors, on a donc Angular qui devance donc les autres frameworks que sont jQuery et donc Backbone. Avec Meteor, on a quelques. Je sais que certains croient beaucoup à l'avenir de Meteor, donc c'est vrai que ça s'observe ici quand même avec certaines boîtes qui ont décidé d'utiliser ce framework dans leur stack. Alors là, si on le compare par rapport aux data sur les technos, sur les frameworks JavaScript les plus utilisés dans le monde, jQuery c'est 60%, donc très nettement devant. Ça c'est le premier framework JavaScript le plus utilisé. Angular et Backbone sont à égalité, ils sont à 0,1% chacun. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. On voit que pour les startups et les entreprises tech, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est vrai, alors après, c'est vrai que c'est des tendances, donc Angular, on le voit, si vous allez sur Google Trends, vous voyez qu'Angular est un langage qui est en forte progression en termes de search, notamment par rapport à ses compères que sont Ember et Backbone.js. Donc ça c'est pour la partie front-end. Alors, sur la partie mobile, en fait j'avais mis une hypothèse, je m'étais dit, vu que... tu fronçais son site, t'as du mal à... Ça va, tout va bien? Je te cache pas le truc. Je m'étais dit, mais en fait, si on a 64% des boîtes qui font du B2B, spontanément, je dirais que du coup, on devrait avoir majoritairement en fait, les boîtes qui font du B2C, qui ont des apps mobiles, qu'elles soient iOS ou Android. En fait, c'est une hypothèse qui s'est avérée complètement fausse, c'est assez égalitaire entre B2B et B2C. Et donc, grosso modo, sur ces 100, on a un peu plus du tiers, grosso modo, qui ont des apps mobiles iOS et Android, avec même une ou deux qui ont uniquement des apps iOS. Alors après, on n'a pas encore la data sur est-ce que ce sont des apps hybrides ou natives. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre talk, avec des données de comparaison internationales. En tout cas, donc voilà, ça c'est un peu l'ADN de ces 100 boîtes tech qu'on a sélectionnées et qui sont sur Breeze. Alors pour vous faire un peu de feedback par rapport à là où on est aujourd'hui, donc on s'est lancé mi-mai, donc ça fait à peu près 5 mois. En fait, pour vous expliquer concrètement en 2 mots, chaque semaine, on permet donc à ces 100 entreprises d'avoir accès à entre 7 et 10 profils de développeurs en recherche qu'on a sélectionnés, et donc de leur formuler des offres d'emploi avec fourchette de salaire, challenge technique spécifié, etc. Et le développeur a le pouvoir d'accepter ou refuser chaque offre. Et si à chaque fois qu'il accepte une offre, en fait, il est mis en relation avec l'entreprise, il peut accepter autant d'offres qu'il veut, il est libre par rapport à ça.
Voilà, donc depuis mi-mai, grosso modo, ça représente plus de 12 millions d'euros d'offres de salaire qui ont été formulées sur la place de marché. Voilà, donc du coup, j'ai pu un peu m'amuser, j'ai pu regarder, tiens, en fait, quels sont les profils de développeurs qui reçoivent le plus d'offres, est-ce que ça correspond par rapport au stack des boîtes, etc. Alors j'imagine que vous devez déjà deviner la réponse, mais alors pour quand même vous donner 2-3 éléments, on a un développeur sur 2 qui reçoit au moins 3 offres, donc 3 offres et plus, au cours d'une semaine d'enchères sur Breeze.io. On en a même 1 sur 3 qui reçoit 4 offres et plus, donc ça c'est, sur une session de recrutement en fait c'est 5 jours, donc nous notre promesse c'est vraiment ça, c'est de leur permettre de recevoir plusieurs offres au cours de cette semaine et après d'avoir l'embarras du choix plutôt que le choix de l'embarras. Et souvent c'est vrai parce que ce sont des personnes qui sont pas très SS2I friendly, qui veulent vraiment bosser dans des environnements tech. Donc du coup on leur offre ça. Et si on prend en fait donc la catégorie donc, de ces développeurs, ceux qui reçoivent au moins 3 offres, ce sont en fait sans surprise des personnes qui en front-end travaillent sur Angular, travaillent avec jQuery, en back-end sont branchés PHP, Symfony, mais également Node, on a des besoins en Node, enfin en tout cas certaines entreprises sur Breeze.io recherchent avec beaucoup d'envie et beaucoup d'entrain des développeurs en Node et puis également en Python. Et donc ça c'est un peu les datas sur alors ces profils là c'est-à-dire front-end, back-end sur les technos que je viens de citer, et c'est 75% des profils qui reçoivent au moins 3 offres au cours d'une semaine d'enchères. Et donc du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu du coup identifier, on va dire, plus précisément ce que recherchent les entreprises. Et il y a des choses qui sont intéressantes et je pense que c'est des conseils que j'aurais pu m'appliquer à moi-même en fait quand je sortais, quand j'étais un jeune diplômé, que je sortais des études, que je partais la fleur au fusil, aller bosser dans les startups tech. C'est que souvent en fait, vous avez des qualités évidentes et elles sont tellement évidentes en fait que c'est difficile même de les identifier parce que ça me paraît tellement évident, on n'y pense pas en fait. Enfin, typiquement le fait que genre ce soir vous soyez à un meet-up Node.js en train d'écouter les 21h27 et des pizzas chaudes qui attendent, qui ont été cuites il y a 1h30. Alors que voilà, vous pourrez être au restaurant avec vos potes. Non mais vous êtes là en fait, parce que vous êtes intéressé par la matière, etc. Et rien que ça en fait, c'est un truc, c'est un élément qui est hyper intéressant pour une entreprise, quoi. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui recherchent, et ça c'est très vrai pour on va dire l'écosystème tech startup, qui cherchent des gens qui ont, au-delà de leur connaissance au moment M, c'est leur potentiel en fait, c'est leur propension à continuer à apprendre, à s'intéresser, à faire de la veille en continu, etc. Et en fait, réussir à simplement à montrer ça, à dire voilà, genre mes side projects, ça fait ça, je fais ça au boulot, mais bon, je me dis que Node c'est quand même plus sympa que PHP, donc j'en fais un peu à côté avec deux potes, ou je suis à tel et tel meet-up, on s'amuse bien, machin. En fait, tout ça c'est des éléments extrêmement positifs que vous voyez à une entreprise et qui vont lui donner envie en fait de s'intéresser à vous. Donc ça c'est pour les meet-up. Alors GitHub c'est un peu particulier, alors je sais, GitHub, c'est pas un CV. En plus, parfois, voilà, vous pouvez avoir un compte GitHub, mais en fait vous avez beaucoup de choses en accès privé, vous avez peu de choses en open source, etc. Mais les entreprises aiment bien en fait sentir. En fait, GitHub c'est un peu comme c'est un tampon en fait. Même si vous avez deux repositories, c'est un tampon, c'est un peu comme en fait c'est comme si vous parlez à vos parents de votre nouvelle petite amie et vous leur dites vous leur parlez de votre nouvelle petite amie, ils sont un peu circonspects, ils sont un peu évasifs, ils s'en foutent, et vous leur dites non mais voilà, elle a étudié dans l'une des plus belles écoles de commerce de Paris. Et là ils sont là, ah oui, ah d'accord, c'était bien, ouais, on devrait la rencontrer, hein. Ouais. Mais en fait GitHub c'est pareil, c'est un tampon en fait, j'aime l'open source, je suis dans cette mouvance, je suis passionné par ça, et les entreprises elles aiment beaucoup ressentir ça. D'ailleurs, blague à part, sur les profils qui reçoivent 3 offres et plus d'offres d'emploi par semaine sur Breeze, il y en a 8 sur 10 qui ont un compte GitHub, avec en moyenne 11 repositories. Ça c'est juste pour votre gouverne. Et ils ont en moyenne 4 années d'expérience professionnelle. Bon après c'est une moyenne, hein. Après il y a des juniors, des gens qui cherchent des postes de lead dev, CTO, il y a tout.
Alors je sais pas si je suis trop long ou je suis trop court, mais je pense aux pizzas comme vous. Stack Overflow, donc ça c'est aussi, enfin c'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste des petits plus, c'est pour montrer que voilà, genre, vous aidez la communauté, vous êtes ouvert, enfin vous aidez à résoudre des trucs. Un petit plus, genre, si vous avez identifié une entreprise en particulier qui vous plaît vraiment, elle bosse sur une problématique qui est hyper cool, qui vous plaît beaucoup, n'hésitez pas à aller commenter ces posts de blog, surtout si c'est une jeune startup, quand ils vont faire du retour d'expérience sur telle et telle techno. C'est quelque chose qu'elles apprécient beaucoup et c'est un moyen aussi pour vous de vous faire remarquer. Alors ça c'est sur ces points-là, et du coup je me disais avant d'en finir, d'ailleurs je réfléchis, je me dis est-ce que j'oublie des trucs, quoi qu'il en soit, ouais, en fait je me disais, vu que je suis un profil un peu business, et que vous êtes développeur, et qu'on est souvent un peu deux mondes, parfois on se comprend, parfois on se comprend pas, parfois les sales ils créent trop de tickets, les développeurs ils deviennent fous. Mais en tout cas, enfin, je pense que ce qui est important, et ça, donc nous sur Breeze, on sélectionne les entreprises, donc les SS2I nous aiment beaucoup, nous on leur dit qu'on apprécie aussi ce qu'elles font, mais elles pourront pas être activées maintenant, ce sera peut-être plus tard, etc. Et du coup on sait identifier en fait on espère savoir, on espère identifier les bons profils business, les bons entrepreneurs, des moins bons. Et je pense que, et surtout je dis moi, enfin, j'ai étudié sciences politiques, rien me prédestiné ici à parler devant vous. En fait, je pense que dans l'entrepreneuriat tech, les profils, tout ce qui est sales, commerciaux, etc., de plus en plus n'auront pas d'autre choix que de s'intéresser de plus en plus à la tech, d'apprendre à dev eux-mêmes. Le CEO de Breeze.io, c'est pas un dev, mais il bouffe de la documentation API quand il va s'interroger sur telle et telle possibilité. Parce qu'il se dit, mais attends, est-ce que c'est possible, est-ce que l'API est ouverte et du coup on pourrait créer un pont et tout. Alors après, ça que c'est pas opérationnel, mais il sait que là, c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire pour permettre au business de développer, etc. Et je pense que, et surtout si vous cherchez des startups si vous avez envie de devenir cofondateur d'une startup ou si on vous propose un poste de CTO avec deux entrepreneurs business, soyez, on va dire, challengez les personnes là-dessus en fait. Faites en sorte, vérifiez bien qu'elles ont cette mentalité-là, qu'elles sont pas là juste parce qu'elles sont attirées, parce que c'est cool d'avoir un jour une news dans French Web qui dit j'ai levé 300 000 € avec sa photo pour pouvoir faire malin auprès de tous ses amis, mais ce sont vraiment des personnes qui mettent les mains dans le cambouis, qui s'intéressent à la tech, qui peut-être que comme moi en fait, qui a un peu joué avec l'API de Twitter, j'ai fait un peu d'HTML, CSS et parfois il y a des bugs, ça m'a rendu fou et j'ai senti que je pourrais apprendre à coder, mais c'était pas forcément fait pour moi, mais au moins qu'il y ait cet intérêt-là. Voili walou. Qu'est-ce que je vous... Ouais, alors, j'en termine. On ouvre... alors, Breeze.io, à l'origine, c'est donc uniquement pour les CDI. Donc pour les personnes qui sont en recherche d'un nouveau poste en CDI. On ouvre aux stagiaires dans 2 semaines. Donc pour... alors, je sais pas si c'est des étudiants. Pas trop, j'ai l'impression. Ah si, il y a des étudiants. Okay. Donc si vous cherchez des stages, en plus pour les entreprises, recruter un stagiaire, ce sera gratuit. Donc je pense que si vous avez utilisé Breeze pour recruter des gens en CDI, je pense que pour les stagiaires, bon, d'autant plus aimer nous utiliser. Donc voilà, donc on ouvre aux stagiaires dans 2 semaines. Et donc pour ceux parmi vous qui ont envie de rebondir sur un nouveau challenge, vous n'avez rien à perdre, vous inscrire. Et puis pour ceux qui sont épanouis dans leur job actuel, c'est parfait. Et après, vous savez comment c'est. Hein, je crois que les statistiques aujourd'hui, c'est que en moyenne, on connaîtra 21 postes différents dans notre carrière professionnelle. Donc vous pouvez toujours vous inscrire maintenant sur Breeze, votre profil est anonyme, on ne vous spammera pas. Et puis le jour venu, vous pourrez vous manifester et puis on sera ravis de pouvoir vous aider à rebondir sur un nouveau challenge. Merci. Yes. Ah, pardon, ce sera le deuxième. Voilà. Merci. J'avais une question déjà. Premièrement, à force de dire vous avez quelque part plus sain quand vous avez un compte GitHub et que vous faites de l'open source, est-ce qu'on va pas se retrouver entre jeunes, blancs, célibataires, de moins de 30 ans, enfin un peu 95% de cette salle. Ouais, c'est drôle, ouais.
Mais en fait, peut-être pas. Enfin, est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas essayer de voir un peu la diversité et que c'est intéressant pour une entreprise d'avoir différents points de vue et qu'on ne s'enferme pas vachement avec des types, on prend que les mecs sur GitHub qui ont le temps de faire les commentaires, qui n'ont pas de personnes à charge, qui ont le temps de coder de l'open source, etc. Est-ce qu'on ne ferme pas un peu les portes? C'est un bon point. Alors après, c'est pour ça qu'il faut nuancer les statistiques. On a des personnes qui ont trouvé des jobs super, qui n'ont pas de compte GitHub pour X ou Y raison. Après, en fait, si je devais aller un tout petit peu plus loin par rapport au compte GitHub, enfin, chaque entreprise a sa propre problématique en fait. Quand vous êtes un jeune cofondateur avec Quentin, la prochaine question elle sera. C'est pas grave, on verra ça après. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc quand tu es une jeune startup, avec 3 cofondateurs, tu as un salarié, ça va être le cofondateur qui va recruter. Donc la probabilité est élevée en fait que ce soit un cofondateur qui soit tech. Et donc le cofondateur tech, qui a un GitHub ou non, en fait, ça va pas beaucoup de faire différence pour lui. Évidemment, il est beaucoup plus pertinent sur cette question-là, donc il va s'intéresser à plein d'autres choses. Après, quand c'est des entreprises, effectivement, avec des équipes tech de 20, 30 personnes, ou même 10 personnes, et qu'il y a une RH, et que c'est elle qui fait le recrutement, du coup, la RH, elle est un peu moins, on va dire, moins au courant, moins au fait de ce genre de choses, donc elle va s'attacher, malheureusement, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce qu'elle a 1 milliard d'autres choses à régler, et du coup, elle va s'attacher à ce genre de choses, ce genre de petits détails, au moment d'évaluer un profil ou non. Mais après, je pense que, volontairement, tu provoquais, et je vois où tu nous emmenais. Mais je pense que le jour où tu dois dire si t'es célibataire, si t'as un compte Tinder ou pas, combien de fois t'as swipé le lèvre sur Tinder avant-hier, je pense que pour le moment, on n'y est pas encore allé. Ah oui, alors. Bon, tant pis, je donnerai après. Désolé. J'ai juste c'est pas vraiment une question en fait, c'est pour remplacer GitHub parce que c'est quand même vachement monocéphale parce que c'est autour de Git et il n'y a que ça quoi. Ouais. Moi j'ai fait de l'open source depuis plein de temps et jusqu'où j'avais du SVN, du CVS, des trucs old school qui traînaient à droite à gauche. Il y a un truc qui s'appelle OpenHub, je sais pas si vous connaissez. À la base c'est Holo mais ça a changé de nom. Et le principe c'est vous mettez tous vos repositories liés à votre personne. Vous pouvez avoir des coups d'eau entre les personnes et du coup ça vous fait en gros un ranking et il y a aussi des stats sur le type de code que vous avez écrit, C++, C#, Java, JavaScript, etc. OpenHub, ouais. Je l'ai connu par des ricains, en France j'en ai jamais entendu parler, donc je sais pas si c'est utilisé. Alors, tout de suite un utilisateur. C'est simplement une petite remarque, pas besoin de micro. En fait, Holo ou sinon OpenHub, ça va venir faire du référencement sur tous les projets open source auxquels vous avez pu participer. Donc si par exemple vous avez mis votre adresse mail, et bien ça automatiquement au bout d'1 semaine votre adresse mail va apparaître automatiquement sur Holo, vous pouvez créer votre compte et c'est un petit peu un kiki metteur en fait. Sur voilà, j'ai participé tant de fois à des projets open source. Moi par exemple en ayant participé à Mozilla, j'ai eu un compte Holo qui a été créé automatiquement. Voilà. Oui, j'ai une question. Alors, sur la place parisienne, je vois de plus en plus de gens qui se lancent, pas forcément des seniors, hein, même des juniors au bout de 3 ans, qui se lancent en indépendance. Quel est votre positionnement par rapport à ces profils-là? Parce que c'est quand même des profils extrêmement tech quand même. Par rapport aux freelances? Oui. Effectivement, c'est une question qui est sur la table. On a beaucoup de dossiers sur la table. D'ailleurs, on n'y voit plus grand-chose. Mais en tout cas, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, on se concentre sur les CDI. Parce que c'est... Enfin, on a estimé que c'était plus simple de commencer par ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a activé plus de 100 boîtes après 5 mois d'existence, 5 mois après le lancement de Breeze.io. Donc on va ouvrir aux stagiaires et après en fait l'étendue des possibles est immense et c'est clair qu'à un moment donné la question des freelances se posera parce que voilà, on n'est pas plus malin que les autres, on voit bien que c'est vrai que la tendance des beaux freelancing ou en tout cas pour les salariés de plus en plus au remote, etc. Donc c'est des questions sur lesquelles on travaillera. Aujourd'hui c'est pas d'actualité, en tout cas c'est pas d'actualité pour 2014, mais après pour le reste... En fait, pour les freelances, vous avez Freelance Academy, j'en parle après. Exactement. Oui, il y a une question par moi. Bonsoir.
C'est pour revenir sur la remarque sur le compte GitHub justement. Ouais. Est-ce que les entreprises sont pas un peu trop exigeantes finalement, puisque s'il y a 900 000 postes non pourvus, c'est ça, le tampon GitHub finalement on s'en cale un peu quoi. Ça veut dire qu'on est quand même largement, il y a des postes pour tout le monde quoi. Donc je comprends pas pourquoi je comprends pour vous qui êtes intermédiaire la volonté de placer des éléments qui soient de qualité. Et donc vous cherchez un moyen de trouver cette qualité, et le tampon GitHub en est un gage de qualité. Mais pour l'entreprise, c'est un peu difficile pour elle, quoi. Tu peux avoir du GitHub avec une code de merde. En plus, c'est un indicateur assez bon, pas totalement viable. Et est-ce que les entreprises en font pas un peu trop là-dessus? Comment ça se passe pour elles, quoi? Comment est-ce qu'elles recherchent leur profil? Vous avez le tampon GitHub, vous allez voir le tampon GitHub, mais elles, est-ce qu'elles vont le voir forcément? Alors, du coup, je me dis, mais peut-être comment elles font si elles font pas avec GitHub? Peut-être que j'ai trop insisté sur GitHub. Le chiffre de 900 000 postes. Non pourvu, hein. Ouais. Bon, après, c'est l'Union Européenne. C'est l'Europe, mais c'est quand même éloquent. Donc oui, alors, peut-être que j'ai trop parlé de GitHub, c'est-à-dire que, enfin, qu'il y ait un GitHub ou non, à the end of the day, enfin, c'est pas ça qui va déterminer dans quelle mesure tu auras tel ou tel parcours. On a des profils sans GitHub qui, de mémoire, je crois qu'on a eu des profils non GitHub qui ont pu recevoir 5, 6, 7 offres en 5 jours. Donc après c'est une statistique, enfin comme les idées de Churchill, ça veut tout à rien dire. Mais après, enfin voilà, c'est des choses. En tout cas, on va dire, je pense que ça démontre simplement aussi que ceux qui veulent bosser dans des boîtes tech, en fait, naturellement. C'est moi là, en fait. Que ceux qui veulent travailler dans des entreprises tech, ils sont, enfin, de manière semi-naturelle, ou on va dire, ils sont dans un environnement où les gens bossent de plus en plus en open source et ils se forquent, etc. Et du coup, c'est statistique, quoi. Après, sur le besoin des entreprises, il y a un bouquin, mais du coup, son nom échappe. Je crois que ça s'appelle The New Machine Age, quelque chose comme ça. En fait, dans lequel l'auteur, c'est un livre qui date d'il y a 6-9 mois, et l'auteur, en fait, il explique que l'innovation technologique, en fait, se déploie à une telle vitesse aujourd'hui que, en fait, il se demande dans quelle mesure la robotisation, en fait, va tuer un certain nombre d'emplois, même tech, de plus en plus, et en fait, quel nouveau marché de l'emploi va déboucher sur ça. Alors, il se pose mille et une questions dans ce livre, mais il y a cette question-là qui est intéressante. Et en fait, ce que nous, on remarque à Brice.io, c'est que, en fait, sur le marché de l'emploi, et après, c'est qu'une hypothèse, hein, je ne suis pas en train d'asséner une vérité, c'est une question ouverte, mais j'ai l'impression, enfin, en tout cas à titre personnel, que, en fait, tu as en fait, des métiers non spécialisés, sur lesquels, en fait, tu as une masse de demandeurs d'emploi qui est de plus en plus importante, et après, en fait, tu as des métiers spécialisés, et les développeurs web et mobiles en font partie. Et sur ces métiers-là, en fait, qui sont des métiers très spécialisés, il y a une demande qui est de plus en plus forte de la part des entreprises. Et du coup, en fait, tu as une masse énorme de demandeurs d'emploi, de gens qui cherchent sur des métiers non spécialisés. Et où, du coup, tu as une compétition extrêmement rude pour atteindre ces métiers. Et après, quand on passe dans l'autre tranche, quand on passe sur, je veux un développeur en Node.js, je veux un data scientist, je veux un dev front-end, bon je sais qu'il a fait du backbone, mais j'aimerais beaucoup qu'il fasse de l'Angular, etc. Sur ces métiers-là, en fait, les entreprises ont d'énormes difficultés à recruter. C'est fascinant, en fait. Par exemple, on a été, alors c'est anecdotique, hein, on a été start-up du jour sur French Web, genre il y a 10 jours. En 24 heures, on a eu plus de 30 entreprises qui ont sign up sur Brice.io. Alors que, je sais pas, c'est une bannière sur un site, on a plus de 30 boîtes qui s'inscrivent en 24 heures, qui disent oh, laissez-nous entrer quoi, nous on recrute, on ne peut plus, on n'arrive pas à trouver. Donc il y a une demande qui est très très forte. Yes, allez, on va en prendre une dernière, parce qu'après les pizzas vont vraiment être froides. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais du coup, il y a. Ouais. Enfin, non, mais si tu veux, j'en parle pour ça. Ça va aller vite. L'idée, c'est de compléter la réponse de Jean-Loup, en fait, que je remercie. Nous, chez Chauffeur Privé, il se trouve qu'on recrute et on travaille avec Brice.io et aussi avec Digital & You, et comme ça, on fait vraiment pas de jaloux.
Donc pour compléter la réponse, puisque effectivement régulièrement je vais voir les profils, je vois un peu effectivement ceux qui ont des comptes GitHub, ceux qui ont des comptes Stack Overflow, etc. Pour moi, il y a un côté signal positif, mais c'est surtout on en apprend plus sur le candidat. C'est-à-dire que le candidat, qu'il ait un GitHub, qu'il ait, et c'est le cas de beaucoup de candidats, un site perso où il décrit ses projets perso, pour moi c'est du pareil au même. L'idée c'est vraiment plus on en sait sur le candidat, plus on est capable de se faire un avis sur son expérience. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est pas de trouver des gens qui n'ont pas de compte GitHub ou qui ont des comptes GitHub, c'est plutôt des gens qui ont suffisamment d'expérience en Node.js, étant donné que c'est une technologie qui est encore récente. Donc le vrai point discriminant quand on recrute, en tout cas chez chauffeur privé, c'est vraiment l'expérience sur la stack technique qu'on utilise. Donc c'est sûr que si on commence à faire de la sélection sur le nombre de points sur Stack Overflow et sur le nombre de repos sur GitHub, on ne trouvera vraiment plus personne. Donc l'idée c'est d'utiliser ces informations-là comme plus de détails sur le profil personnel, comme l'est un site perso, comme l'est un blog, etc. Donc je rejoins l'avis de Jean-Loup qui est multiplier ces signes-là. Après oui, si vous avez une entreprise qui dit non à ceux qui n'ont pas de compte GitHub, tant pis pour l'entreprise, c'est eux qui ont fait le mauvais choix. Mais plus vous donnez des informations sur ce que vous faites, mieux c'est quoi. C'est plutôt comme ça que, en tout cas chez nous, on le prend. Mais c'est pas un facteur discriminant. Merci beaucoup pour ce retour, c'était franchement intéressant.